Tais-toi et donne-moi cet argent maintenant. Les mots de Sarah résonnèrent dans le salon comme un coup de tonnerre. Ma propre fille, la petite fille que j'avais tenue dans mes bras des nuits entières lorsqu'elle était malade de fièvre, se tenait devant moi, les poings serrés et le visage rouge de fureur. Ce n'était pas une demande. C'était une exigence. Un ordre jeté avec tant de mépris que j'ai eu l'impression que quelque chose m'avait été arraché de la poitrine. J'étais assise sur le canapé, les mains sur mes genoux, essayant de lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas simplement lui remettre les 2 millions de dollars que mon frère Robert m'avait laissés, essayant de lui faire comprendre que cet argent représentait ma sécurité, mon avenir, ma tranquillité d'esprit. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle voulait juste crier. « Maman, ne me raconte pas d'histoire. Tu n'as pas besoin de cet argent. Tu vis seule. Tu ne dépenses rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 millions de dollars à ton âge ?» Ces mots me transpercèrent, à mon âge. Comme si avoir 67 ans signifiait que ma vie n'avait plus d'importance. Comme si je n'avais plus le droit de décider ce qui m'appartenait. « Sarah, s'il te plaît, calme-toi, » ai-je essayé de dire, mais ma voix est sortie faible, tremblante. « Laisse-moi t'expliquer. » Non, il n'y a rien à expliquer. Je suis ta fille, ta seule fille, et j'ai droit à cet argent. Elle fit un pas vers moi et un instant, j'ai cru qu'elle allait frapper la table. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des dettes, maman. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec la pression de tout perdre. Et pendant ce temps, tu restes assise là à thésauriser 2 millions de dollars comme si tu étais une femme riche. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je le voulais, mais parce que quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. J'ai regardé ma fille et je ne l'ai pas reconnue. La femme devant moi n'était pas la fille que j'avais élevée. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de désespéré, quelqu'un qui me voyait comme un obstacle. Ce dimanche avait commencé comme tous les autres. Je me suis levé tôt, j'ai fait du café, j'ai ouvert les rideaux du salon et j'ai laissé entrer la lumière. Ma maison est petite mais rangée. 3 chambres, une cuisine qui sent toujours la coriandre et le citron vert, et un salon où je garde les photos de Sarah quand elle était petite. Je vis seul depuis la mort de mon mari il y a 12 ans. Au début, c'était difficile. Puis j'ai appris à apprécier le silence. Sarah venait me rendre visite le dimanche, mais pas toujours. Parfois, 2, 3 semaines passaient sans qu'elle ne se montre. Et quand elle venait, elle était toujours pressée. « Salut, maman. Je suis juste venu dire bonjour. » Elle s'asseyait pendant 10 minutes, vérifiait son téléphone et partait. Je ne me suis jamais plainte. Je comprenais qu'elle avait sa vie, son travail, ses affaires. Mais ce dimanche était différent. Quand la sonnette a retenti à 11 heures du matin, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Sarah n'arrivait jamais si tôt. J'ai ouvert la porte et elle était là, en jean foncé et chemisier blanc, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait ce sourire qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Salut, maman. Comment vas-tu ?» Elle m'a embrassé sur la joue et est entrée sans attendre de réponse. « J'ai fait un ragoût de poulet », ai-je dit en fermant la porte. « Tu as mangé ?»« Je n'ai pas faim, maman. J'ai besoin de te parler. » Elle s'est assise sur le canapé et a tapoté le coussin à côté d'elle. « Viens t'asseoir. » Je me suis assise lentement, l'estomac noué. Je savais de quoi elle voulait parler. Depuis que j'avais reçu l'appel de l'avocat de Robert il y a 3 semaines, je savais que Sarah viendrait pour ça. Mon frère était mort au Texas, seul dans son appartement, d'une crise cardiaque massive à 72 ans. Il n'a pas souffert, m'a-t-on dit. Il est juste parti et il m'a laissé tout ce qu'il avait. 2 millions de dollars. L'argent qu'il avait économisé en travaillant dans la construction pendant 40 ans. De l'argent qu'il n'a jamais dépensé en vacances, en luxe, en quoi que ce soit. Robert vivait avec juste assez. Il disait toujours qu'il préférait avoir la sécurité plutôt que les plaisirs. « Maman, je sais que tu as reçu l'héritage de l'oncle Robert, » dit Sarah, sa voix douce. Trop douce. « Et je veux que tu saches que je suis si heureuse pour toi. Sérieusement, tu le mérites. » J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. J'ai attendu. Le truc, c'est que, maman, tu sais, j'ai eu des problèmes financiers. Des problèmes graves. J'ai des dettes avec la banque, avec les cartes de crédit, et je suis à ma limite. Si je ne paie pas bientôt, ils vont prendre la maison.
Elle se rapprocha et me prit la main. Maman, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me donnes une partie de cet argent. Pas tout. Juste assez pour m'en sortir. J'ai senti une boule dans ma gorge. Non pas parce que je ne voulais pas l'aider, mais parce que quelque chose dans son ton me disait que ce n'était pas une demande. C'était le début de quelque chose de plus grand. Sarah, je comprends que tu traverses une période difficile, dis-je lentement. Mais cet argent est tout ce que j'ai. C'est ma sécurité. À mon âge, je ne peux plus travailler. Je ne peux pas récupérer ce que je dépense. Et je ne sais pas non plus combien de temps encore je vais, combien de temps tu vas vivre? Sarah lâcha ma main et recula. Sérieusement, maman, tu me dis que tu préférerais mourir avec 2 millions de dollars en banque que d'aider ta propre fille? Je ne dis pas ça, Sarah. Je dis juste que j'ai besoin d'y réfléchir. Que j'ai besoin de voir comment, réfléchir à quoi, maman? À quoi il y a à réfléchir? Je suis ta fille, ton sang, et je suis là à te demander de l'aide. Et tu me dis que tu dois y réfléchir. Sa voix commença à monter. Tu sais quoi? J'ai toujours su que tu étais égoïste. Mais je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je me figeai. Égoïste. Ce mot me transperça comme un clou. Sarah, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme quoi? Et comment veux-tu que je parle? Maman, je suis désespéré. Et tu es là, calme avec 2 millions de dollars dont tu n'as même pas besoin. Elle se leva et commença à faire les 100 pas. Tu ne comprends rien. Tu vis dans ton monde dans cette petite maison sans souci. Mais j'ai une vraie vie. J'ai de vraies dépenses. J'ai de vrais problèmes. J'ai eu des problèmes aussi, Sarah, dis-je, et ma voix sortit plus ferme que je ne m'y attendais. J'ai lutté aussi. Et je n'ai jamais crié sur personne pour de l'argent. Ce fut l'erreur. Car à ce moment-là, Sarah se retourna et me regarda avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Tais-toi et donne-moi cet argent maintenant, hurla-t-elle. Et le son remplit toute la maison. Ne me fais pas de sermons. Ne me parle pas de tes luttes. Tu ne sais rien de la vie dans le monde d'aujourd'hui. Donne-moi cet argent avant qu'il ne soit trop tard. Je suis resté assise là à la regarder, incapable de croire ce que j'entendais. Ma fille, la fille que j'avais élevée avec amour, avec sacrifice, avec tout ce que j'avais, me criait dessus, me traitait comme si j'étais son ennemi. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assise dans mon lit, le dos appuyé contre la tête de lit, fixant le plafond. Les mots de Sarah résonnaient sans cesse dans ma tête. Tais-toi et donne-moi cet argent maintenant. Encore et encore. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais debout devant moi avec cette rage sur son visage, comme si j'étais la pire personne du monde pour ne pas lui remettre la seule chose qui me restait. Je me suis levé quand l'horloge a sonné 5 heures du matin. Il ne servait à rien d'essayer de dormir. Je suis allé à la cuisine, j'ai mis de l'eau à bouillir et j'ai fait du café. Le même rituel que toujours. Ouvrir le placard, prendre la tasse blanche aux fleurs bleues que mon mari m'avait offerte il y a 20 ans. Mettre 2 cuillères de café et attendre. La maison était silencieuse, un silence qui m'apportait autrefois la paix, mais qui me faisait maintenant me sentir plus seul que jamais. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le soleil commençait juste à se lever. Les rues étaient vides. Tout semblait normal. Mais rien n'était normal. Pas après ce qui s'était passé. Sarah avait quitté l'appartement en claquant la porte si fort que les photos sur le mur avaient tremblé. Elle n'avait pas dit au revoir. Elle ne m'avait pas regardé. Elle avait juste pris son sac et était partie comme une tempête. J'étais restée sur le canapé, tremblante, ne sachant que faire, ne sachant pas si je devais pleurer ou simplement accepter que quelque chose s'était brisé pour toujours. J'ai bu une gorgée de café et j'ai senti la chaleur descendre dans ma gorge. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de comprendre comment nous en étions arrivés là, car Sarah n'avait pas toujours été comme ça. Ou peut-être que si. Peut-être que je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Ma vie n'a pas été glamour. Je n'ai pas voyagé dans le monde ni eu de luxe. Après la mort de mon mari, j'ai appris à vivre avec peu. Avec ma pension de veuve et les économies que nous avions, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai payé mes factures,
acheter ma nourriture, garder la maison propre. Je n'avais pas besoin de plus. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Sarah a grandi dans cette maison, la même maison où je vis maintenant seule. Quand elle était enfant, elle courait dans ses couloirs, jouait dans le petit jardin que nous avons, s'asseyait dans cette même cuisine pour faire ses devoirs pendant que je préparais le dîner. C'était une fille douce, obéissante, aimante. Mais quelque chose a changé quand elle a grandi. Peut-être que c'était après la mort de son père. Peut-être que c'était quand elle s'est mariée et a divorcé 2 ans plus tard. Ou peut-être que c'était quand elle a perdu son emploi et a dû repartir de zéro. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la Sarah qui est venue chez moi hier n'est pas la même que celle que j'ai élevée. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où je garde les papiers importants. J'ai sorti l'enveloppe que l'avocat de Robert m'avait donnée. À l'intérieur se trouvaient tous les documents de l'héritage, la lettre que mon frère a écrite avant de mourir, le certificat de dépôt, les chiffres, 2 millions de dollars, un montant que je n'arrive toujours pas à assimiler complètement. J'ai lu la lettre de Robert pour la 5e fois. Son écriture était tremblante, presque illisible par endroits. Éléanore, ma chère sœur, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai est à toi. Je n'ai personne d'autre. Tu es la seule chose qu'il me reste de notre famille. Utilise cet argent comme tu veux. Vis paisiblement. Vis heureusement. Ne le donne à personne qui ne t'apprécie pas. Ne laisse personne prendre ce qui est à toi. Avec amour, Robert. J'ai fermé les yeux et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Robert a toujours été sage. Il a toujours su voir les choses que je ne voulais pas voir. Et dans cette lettre, il me mettait en garde. Il me disait de protéger ce qui m'appartenait, de ne pas me laisser manipuler. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et l'ai rangée dans le tiroir. J'ai fini mon café et je me suis levé. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas juste rester assise là à attendre que Sarah revienne et me crie dessus de nouveau. Je devais prendre le contrôle de ma vie. J'ai passé le reste de la matinée à nettoyer la maison. J'ai balayé le sol du salon, épousseté les meubles, lavé la vaisselle que Sarah n'avait même pas touchée la veille. Chaque mouvement était mécanique, automatique, mais cela m'aidait à ne pas penser, à ne pas sentir le nœud dans ma poitrine qui ne voulait pas partir. Quand j'ai fini, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé les photos que j'avais sur l'étagère. Sarah bébé dans mes bras. Sarah a sa première communion avec une robe blanche et un énorme sourire. Sarah le jour de son mariage, radieuse, heureuse. Et moi à côté d'elle, fière, toujours persuadée qu'elle était la meilleure fille du monde, mais les photos mentent. Ou peut-être pas. Peut-être que cette fille a existé, et qu'à un moment donné, elle s'est perdue. Le téléphone a sonné à 11 h du matin. J'ai regardé l'écran. C'était Sarah. Mon premier instinct a été de ne pas répondre, mais quelque chose en moi gardait encore l'espoir. L'espoir qu'elle avait appelé pour s'excuser, pour me dire qu'elle s'était trompée, pour redevenir ma fille. J'ai répondu. Maman. S. Sa voix semblait différente, plus calme, presque douce. Oui, Sarah. Qu'y a-t-il? Maman, je sais que les choses ont dégénéré hier. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû te crier dessus comme ça, mais je suis tellement désespéré, maman. Tellement fatigué. Et quand tu m'as dit que tu ne pouvais pas m'aider, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait. J'ai fermé les yeux. C'était ça. Le ton de victime. Le même qu'elle utilisait quand elle était adolescente et voulait que je lui pardonne quelque chose. Sarah, je comprends que tu traverses une période difficile. Mais cela ne te donne pas le droit de me parler comme ça. Je suis ta mère et je mérite le respect. Je sais, maman. Je sais. Et je te respecte. C'est juste que, tu ne sais pas ce que c'est d'être à ma place. D'avoir des dettes qui augmentent chaque jour. D'avoir des gens qui t'appellent sans cesse pour te réclamer de l'argent. C'est horrible, maman. C'est comme vivre un cauchemar. J'ai soupiré. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, lui dire que tout allait bien se passer. Mais une autre partie de moi, celle que Robert avait réveillée avec sa lettre, me disait de m'arrêter, de ne pas tomber dans le panneau encore une fois. Sarah, je ne peux pas résoudre tous tes problèmes.
Tu es une adulte. Tu dois trouver un moyen de t'en sortir seule. Il y eut un long silence. Trop long. C'est tout ce que tu vas me dire, maman? Que je dois me débrouiller seule? Sa voix commença à changer. La douceur s'estompait. J'ai une mère avec 2 millions de dollars, et tu me dis de me débrouiller seule. Incroyable. Sarah, s'il te plaît. Non, maman. J'ai compris. J'ai parfaitement compris. Tu préfères garder cet argent de côté, sans rien en faire, plutôt que d'aider ta propre fille. Bien. Parfait. Maintenant je sais qui tu es vraiment. Et elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main, fixant l'écran. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose que je n'allais pas pouvoir réparer. Les jours suivants furent étranges. Sarah n'a plus appelé. Elle n'est pas venue me rendre visite. C'était comme si elle avait disparu de ma vie. Au début, j'ai ressenti un soulagement. Mais ensuite est venue la culpabilité. Cette culpabilité que les mères portent toujours. La culpabilité de me demander si j'avais fait le bon choix, si j'aurais dû lui donner l'argent, si j'étais égoïste de vouloir le garder. Je me levais chaque matin avec les mêmes routines. Je faisais du café, j'ouvrais les rideaux, je nettoyais la maison, mais tout me semblait vide, comme si je vivais en pilote automatique, comme si ma vie n'avait plus de sens. Un après-midi, j'arrosais les plantes dans le jardin quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Mon cœur a raté un battement. J'ai cru que c'était Sarah, qu'elle était revenue, que tout allait bien se passer. Mais ce n'était pas elle. C'était Margaret Evans, ma voisine de toujours. Margaret a 63 ans, des cheveux gris courts et un sourire qui me fait toujours me sentir mieux. Nous vivons dans le même quartier depuis plus de 30 ans. Nous avons tout traversé ensemble. Divorce, décès, maladie. Elle est plus qu'une voisine. Elle est mon amie, ma sœur. Eleanor, ça va, demanda-t-elle avec ce regard qui voit au-delà des mots. Je ne t'ai pas vu depuis des jours et tu as l'air bizarre. Je l'ai regardé et j'ai senti les larmes commencer à monter. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas être faible. Mais avec Margaret, je ne pouvais pas faire semblant. Entre, Margaret. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Margaret est entrée dans la maison et s'est assise avec moi à la table de la cuisine. Je lui ai fait du café et je me suis assise en face d'elle. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment expliquer ce qui se passait sans avoir l'air d'une mère égoïste qui refuse tout à sa fille. Dis-moi, Eleanor, qu'est-ce qui s'est passé? Margaret posa sa main sur la mienne. Son toucher était chaud, réconfortant. Le contraire complet de la froideur que j'avais ressentie avec Sarah. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté, de l'appel de l'avocat de Robert au dimanche dernier où Sarah m'a crié dessus dans le salon. Je lui ai parlé des 2 millions de dollars, de la pression, des mots blessants, de la porte claquée, de l'appel où Sarah m'a reproché d'être égoïste. Margaret a écouté sans m'interrompre, se contentant de hocher la tête de temps en temps, les yeux fixés sur les miens. Quand j'ai fini de parler, j'ai réalisé que je pleurais. Les larmes coulaient de manière incontrôlable, et je ne pouvais pas les arrêter. Oh, Eleanor, dit Margaret doucement. Ce n'est pas de ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Margaret. Parfois, je pense que je suis égoïste, que je devrais l'aider. C'est ma fille. Quelle mère n'aide pas sa fille quand elle en a besoin? Une mère qui se respecte, répondit Margaret fermement. Eleanor, écoute-moi. Cet argent est à toi. Ton frère te l'a laissé, pas à Sarah. À toi, et il l'a fait parce qu'il t'aimait, parce qu'il te faisait confiance, parce qu'il savait que tu en aurais besoin. Mais Sarah a des dettes. Elle a des problèmes et je suis là, assise sur 2 millions de dollars dont je ne sais même pas quoi faire. Et qu'a-t-elle fait pour avoir ces dettes? Eleanor, elle te l'a dit? Margaret me regarda avec cette expression qu'elle a quand elle sait quelque chose que je ne veux pas admettre, car j'ai vu Sarah. Je l'ai vue arriver en taxi, acheter de nouveaux vêtements, aller dans des restaurants chers. Elle n'a pas l'air d'une personne ruinée. Je suis restée silencieuse parce que Margaret avait raison. Sarah se plaignait toujours de ne pas avoir d'argent. Mais sa vie ne ressemblait pas à celle de quelqu'un en crise. Elle portait toujours des vêtements de marque.
Elle avait toujours le téléphone le plus récent. Elle parlait toujours des endroits où elle était allée. Eleanor, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu n'es pas responsable des problèmes de Sarah. Elle est une adulte. Elle a plus de 40 ans. Si elle a des dettes, c'est parce qu'elle a pris des décisions qui l'ont menée là. Et ce n'est pas ta faute. Mais c'est ma fille, Margaret. Oui. Et précisément à cause de cela, tu ne dois pas la laisser te manipuler. Margaret me serra la main. Parce que c'est ce qu'elle fait, Eleanor. Elle te manipule. Elle utilise ton amour maternel contre toi. Et tu la laisses faire. Ces mots me blessèrent. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais, une vérité que j'avais évitée depuis dimanche dernier. Que dois-je faire, Margaret? Je ne sais juste plus. J'ai l'impression que si je lui donne l'argent, je n'aurai plus rien. Mais si je ne le lui donne pas, je vais perdre ma fille. Eleanor, si ta fille ne veut de toi que pour l'argent, alors tu l'as déjà perdue. Et c'est la partie la plus douloureuse. Mais c'est la réalité. Margaret se leva et alla au placard. Elle sortit une bouteille d'eau et me versa un verre. Bois et écoute-moi. Tu dois te protéger. Tu dois t'assurer que cet argent est en sécurité. Car si Sarah est aussi désespérée qu'elle le prétend, elle ne s'arrêtera pas avant d'obtenir ce qu'elle veut. Tu penses qu'elle ferait quelque chose de mal? Margaret ne répondit pas immédiatement. Elle se rassit et me regarda droit dans les yeux. Cette conversation avec Margaret m'a fait réfléchir pendant des jours. J'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai commencé à me souvenir de situations que j'avais auparavant ignorées, comme la fois où Sarah m'avait demandé de lui prêter $5000 pour payer une prétendue urgence médicale. Elle ne m'a jamais remboursé, n'en a jamais reparlé, ou lorsqu'elle m'a demandé d'emprunter ma carte de crédit parce que la sienne était bloquée. Elle a fait des achats pour plus de $2000 et a mis des mois à me rembourser. Elle trouvait toujours une excuse. Elle me faisait toujours me sentir coupable de demander mon argent. Et je finissais toujours par lui pardonner parce que c'était ma fille, parce que je pensais que c'était ce que les mères faisaient. Mais maintenant, avec $2 millions en jeu, les choses étaient différentes et je le savais. J'ai décidé de suivre les conseils de Margaret. Je devais me protéger. Je devais m'assurer que cet argent était en sécurité. J'ai donc pris rendez-vous avec un avocat, pas le même qui avait géré l'héritage de Robert. Celui-là était au Texas, et c'était compliqué. J'en ai cherché un ici en ville, quelqu'un qui pourrait me guider sur ce qu'il fallait faire. Le nom de l'avocat était Stephen Clark. Il avait un petit bureau en centre-ville dans un immeuble ancien mais bien entretenu. Quand je suis entré, il m'a salué avec un sourire aimable. C'était un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes et un comportement calme qui me faisait me sentir en sécurité. « Madame Miller, asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment puis-je vous aider ?» J'ai expliqué la situation. Je lui ai parlé de Robert, de l'héritage, de Sarah, de tout. Steven a écouté attentivement, prenant des notes sur un bloc-notes. « Je comprends, dit-il quand j'ai fini. Et vous voulez vous assurer que cet argent est protégé, n'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas que quiconque puisse me le prendre, pas même ma fille. Steven a hoché la tête. Eh bien, Madame Miller, la première chose que vous devez savoir est que cet argent vous appartient légalement. Votre frère vous l'a laissé dans son testament. Personne ne peut vous le prendre sans votre consentement. Mais je comprends votre inquiétude. Parfois, la pression familiale peut être très forte. Exactement. J'ai l'impression que si je ne fais rien, Sarah ne s'arrêtera pas et j'ai peur qu'elle me fasse faire quelque chose que je regretterai plus tard. Alors ce que je recommande, c'est que nous ouvrions un compte spécial. Un compte qui est uniquement à votre nom, sans bénéficiaire, sans accès pour personne d'autre. Nous pouvons également rédiger un testament où vous spécifierez clairement ce que vous voulez qu'il advienne de cet argent lorsque vous ne serez plus là. De cette façon, s'il vous arrive quelque chose, personne ne pourra dire que ce n'était pas clair. Je me suis senti soulagé. Enfin, quelqu'un me donnait des réponses concrètes, de vraies solutions. Et si elle essaie de me poursuivre en justice ou quelque chose comme ça, ai-je demandé, la peur dans la voix. Elle n'a aucune base légale pour vous poursuivre en justice, Madame Miller. L'argent est à vous. Point final. Mais elle pourrait essayer de vous causer des problèmes d'autre manière.
C'est pourquoi il est important que vous soyez préparé, que vous ayez tout documenté, que vous sachiez exactement ce que vous avez et où il se trouve. J'ai quitté le bureau de Steven, me sentant plus forte, avec un plan, avec quelque chose de concret à faire. Je n'étais plus seul là-dedans. Je n'étais plus perdu. Au cours des jours suivants, j'ai suivi toutes les étapes que Steven m'avait indiquées. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. J'ai transféré l'argent de l'héritage sur ce compte. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai mis tous les documents importants dans un coffre-fort que j'ai loué spécifiquement pour cela. Chaque pas que je faisais me sentir plus en sécurité, plus en contrôle de ma vie. Mais cela me faisait aussi me sentir plus seul parce que chaque décision que je prenais me poussait plus loin de Sarah. Et même si je savais que c'était la bonne chose à faire, ça faisait mal. Ça faisait mal comme je n'avais jamais rien ressenti auparavant. Un soir, j'étais assise dans le salon à regarder la télévision sans faire attention quand le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Bonjour, Madame Eleanor Miller. C'était une voix de femme, formelle, professionnelle. Oui, c'est bien elle. Qui est à l'appareil? Mon nom est Victoria Black. Je suis avocate et je représente votre fille, Sarah Miller. J'appelle parce qu'elle souhaite parvenir à un accord avec vous concernant l'héritage de votre frère. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Sarah avait engagé un avocat. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. C'était quelque chose de plus grave. Un accord, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. C'est exact. Mademoiselle Miller estime qu'elle a droit à une partie de cet héritage. Et avant de passer par les voies légales, elle souhaite vous donner l'opportunité de résoudre cela à l'amiable. Cet argent est à moi, dis-je, et ma voix sortit plus forte que je ne l'avais prévu. Mon frère me l'a laissé. Légalement, il n'y a rien à négocier. Je comprends votre position, Madame Miller, mais ma cliente est prête à parvenir à un règlement raisonnable. Si vous acceptez de lui donner 50% de l'héritage, elle n'engagera pas de poursuite judiciaire. 50%. $1 million. Sarah voulait $1 million et elle menaçait de me poursuivre si je ne le lui donnais pas. Non, dis-je, je ne ferai pas ça. Cet argent est à moi et si elle veut me poursuivre, qu'elle le fasse, mais je ne céderai pas. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Très bien, Madame Miller. Je transmettrai votre réponse à ma cliente. Bonne soirée. J'ai raccroché et je suis restée tremblante. Non pas de peur, mais de colère, de douleur, d'incrédulité. Ma propre fille me menaçait. Ma propre fille avait engagé un avocat pour prendre ce qui était à moi. Et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose avait changé pour toujours, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Après avoir raccroché avec l'avocat de Sarah, je suis restée assise sur le canapé sans bouger. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas croire que ma propre fille était allée aussi loin. 50%, $1 million. Comme si c'était quelque chose que je pouvais me permettre, comme si je n'avais pas le droit de décider de mon propre argent. J'ai appelé Margaret. J'avais besoin de parler à quelqu'un avant de devenir folle. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Eleanor, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air bouleversée. Margaret, Sarah a engagé un avocat. Ils viennent de m'appeler. Elle veut que je lui donne la moitié de l'héritage ou elle me poursuit. J'ai entendu Margaret prendre une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Mon Dieu, Eleanor. Ça a dégénéré. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je devrais lui donner quelque chose juste pour qu'elle me laisse tranquille. Je suis fatigué, Margaret. Je suis tellement fatigué de tout ça. Non, Eleanor. Ne lui donne rien. Si tu lui donnes quelque chose maintenant, elle reviendra pour plus. Elle reviendra toujours pour plus. Tu dois rester ferme. As-tu parlé à ton avocat? Non. Je viens de raccrocher avec son avocat. Appelle-le maintenant. Tout de suite. N'attends pas une minute de plus. Et Eleanor, écoute-moi. Tu n'es pas seul là-dedans. Je suis avec toi quoi qu'il arrive. Ces mots m'ont donné de la force.
J'ai trouvé le numéro de Steven Clark et je l'ai appelé. Il a répondu même s'il était déjà 20 heures. Madame Miller, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai raconté ce qui s'était passé. L'appel, la menace, l'exigence de 50%. Steven m'a écouté en silence. Madame Miller, respirez. C'est courant. C'est une tactique de pression. Ils veulent vous faire peur pour que vous cédiez, mais légalement, ils n'ont aucune affaire. Votre fille n'a aucun droit à cet héritage. Point final. Si elle décide de poursuivre, elle va perdre, et cela lui coûtera probablement beaucoup d'argent en honoraires d'avocat. Alors, que dois-je faire? Rien. Absolument rien. Ne lui répondez pas. Ne lui parlez pas. Ne lui donnez pas d'explication. Je vais envoyer une lettre à cet avocat pour lui faire savoir que vous êtes représenté par moi et que toute communication doit passer par mon cabinet. En attendant, continuez votre vie. Ne laissez pas cela vous détruire. J'ai raccroché en me sentant un peu mieux, mais seulement un peu. Parce que même si Steven avait raison, même si la loi était de mon côté, rien de tout cela ne changeait le fait que ma fille m'attaquait, que la fille que j'avais élevée avec amour me voyait maintenant comme son ennemi. Les jours suivants furent un cauchemar. Sarah a commencé à m'appeler constamment à toutes heures, le matin, l'après-midi, le soir. Elle laissait de longs messages, certains en pleurant, d'autres en criant. « Maman, s'il te plaît, parlons. Je ne veux pas que nous allions au tribunal. Donne-moi juste ce qui est à moi et tout ira bien. » Ou « Maman, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. » J'ai arrêté de répondre. J'ai suivi les conseils de Steven, mais chaque message que j'entendais était comme un coup de poing dans le ventre, comme une blessure qui ne voulait pas s'arrêter de saigner. Elle a aussi commencé à m'envoyer des messages textes. Des centaines, certains suppliants, d'autres menaçants. « Maman, si tu ne me donnes pas cet argent, tu vas le regretter. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Toute la vérité. Tu es une mauvaise mère. Tu l'as toujours été. Et maintenant tout le monde va le savoir. » J'ai lu les messages et je me suis demandé si elle me connaissait vraiment, si elle croyait vraiment les choses qu'elle disait, ou si elle était juste si désespérée qu'elle ne se souciait plus de me blesser. Un après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. C'était Sarah. Elle se tenait là en jean et veste noire, les cheveux détachés. Elle avait l'air fatiguée, les yeux bouffis, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je suis resté de l'autre côté de la porte sans ouvrir. Je ne voulais pas lui faire face. Pas après tout ce qui s'était passé. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. J'ai besoin de te parler. » Sa voix semblait douce, presque brisée. Je n'ai pas répondu. « Maman, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Je t'en supplie. » Quelque chose en moi a bougé. C'était ma fille. Elle suppliait. Et moi, comme toujours, je voulais croire que cette fois-ci était différente. Que cette fois-ci, elle était vraiment désolée. J'ai ouvert la porte lentement. Sarah me regarda avec des yeux larmoyants. Son visage était enflé comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Merci, maman. Merci d'avoir ouvert. 5 minutes, Sarah. Juste 5 minutes. » Elle est entrée et s'est assise sur le canapé. Je suis resté debout près de la porte, prête à courir si les choses tournaient mal. « Maman, je sais que les choses ont dégénéré. Je sais que j'ai dit des choses horribles, et je suis désolé. Je le suis vraiment sincèrement. » Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main. « C'est juste que je suis désespéré, maman. J'ai des dettes de presque 100 000 $. La banque menace de saisir ma maison. Je n'ai pas de travail. Je n'ai personne pour m'aider. Et tu es la seule que j'ai. » Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. Je l'ai regardée sans rien dire, attendant. « Je sais que l'argent est à toi. Je sais que l'oncle Robert te l'a laissé. Mais maman, tu n'en as pas besoin. Tu vis bien avec ta pension. Tu as cette maison. Tu as tout réglé. Moi, par contre, je suis sur le point de tout perdre. Tu ne peux pas m'aider? Même juste un peu. Sarah, comment as-tu contracté 10 000 $ de dette, ai-je demandé.
Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Elle baissa les yeux. Des choses, des dépenses. La vie est chère, maman. Tu ne comprendrais pas parce que tu ne vis pas dans mon monde. Quelles dépenses, Sarah? Des vêtements, des restaurants, des voyages. Ce n'est pas seulement ça. J'ai aussi eu des urgences, des choses que j'ai dû payer. Ce n'était pas tout pour le plaisir. Et pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide avant? Pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant? Parce qu'avant tu n'avais pas d'argent, maman. Mais maintenant tu en as. Maintenant tu as 2 millions de dollars. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas partager même un peu avec moi. C'était encore là. Ce ton, cette façon de me faire sentir coupable, de me faire croire que j'étais la méchante pour ne pas lui donner ce qu'elle demandait. Sarah, cet argent est ma sécurité. C'est la seule chose que j'ai pour ma vieillesse, pour les urgences, pour pouvoir vivre paisiblement sans dépendre de personne. Mais je suis ta fille, maman. Les familles sont censées s'entraider. Tu es censé vouloir m'aider. Je t'ai aidé toute ta vie, Sarah. Je t'ai donné une éducation. Je t'ai donné un foyer. Je t'ai donné à manger. Je t'ai donné de l'amour. Et tu sais quoi? Tu ne m'as jamais remercié pour ça. Ce n'était jamais suffisant. Et maintenant tu viens ici me réclamer 1 million de dollars comme si c'était la chose la plus normale du monde. Sarah se leva. La douceur de son visage commença à disparaître. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. Rien n'a jamais été suffisant parce que tu n'as jamais été une bonne mère. Tu t'es toujours plus inquiété de ta vie, de tes affaires, que de moi. Papa est celui qui m'a élevé. Tu n'étais là que pour la décoration. Ces mots me transpercèrent comme des couteaux. Ce n'est pas vrai, Sarah. Et tu le sais, n'est-ce pas? Vraiment? Alors dis-moi, maman, où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Quand j'ai divorcé? Quand j'ai perdu mon travail? Oh, c'est vrai. Tu étais ici dans ta petite maison confortable, vivant ta vie tranquille pendant que je souffrais. J'ai toujours été disponible pour toi, Sarah. Toujours. Mais tu n'as jamais voulu mon aide. Tu ne voulais que mon argent parce que c'est la seule chose qui marche. Maman, l'argent est la seule chose qui résout les problèmes. Et tu l'as. Et tu ne veux pas me le donner. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas te donner quelque chose qui me laissera sans rien. Je ne peux pas sacrifier mon avenir pour tes erreurs. Sarah me regarda avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu sais quoi, maman? J'ai essayé de faire ça gentiment. J'ai essayé de te parler. J'ai essayé de raisonner, mais je vois que c'est inutile. Alors, nous allons faire ça à la dure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te prendre cet argent. Je vais te poursuivre en justice. Je vais dire des choses sur toi. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de mère tu es. Et à la fin, tu te retrouveras seule, complètement seule. Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. C'est de ta faute, maman. Tout ce qui se passera à partir de maintenant est de ta faute. Et elle partit, me laissant debout au milieu du salon, tremblante, les larmes coulant de manière incontrôlable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à fixer le plafond, pensant à tout ce que Sarah avait dit, me demandant si elle avait raison, si j'avais vraiment été une mauvaise mère, si tout cela était de ma faute. Mais ensuite je me suis souvenu des mots de Robert dans sa lettre. Ne le donne à personne qui ne t'apprécie pas. Ne laisse personne prendre ce qui est à toi. Et j'ai compris que mon frère savait. Il savait que cela allait arriver. Il savait que Sarah viendrait pour l'argent. Il savait que j'aurais besoin de force pour résister. Et j'ai décidé que je ne céderais pas. Je n'allais pas la laisser me détruire. J'allais me battre pour ce qui était à moi, même si cela signifiait perdre ma fille pour toujours. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en un enfer silencieux. Sarah a tenu sa menace. Non seulement elle m'a poursuivi en justice, mais elle a commencé à appeler des parents éloignés, des voisins, n'importe qui voulait l'écouter, leur racontant sa version de l'histoire. J'étais la méchante. La mère égoïste qui refusait d'aider sa fille en difficulté.
La vieille femme avide qui préférait thésauriser des millions plutôt que de donner un coup de main à son propre sang. La première à m'appeler fut ma cousine Diane, qui vit en Arizona et avec qui je parle à peine 2 fois par an. Eleanor. Sarah m'a appelé en pleurant. Elle m'a parlé de l'héritage. Est-ce vrai que tu ne l'aideras pas? Elle dit qu'elle est désespérée. Qu'elle pourrait perdre sa maison. Son ton n'était pas une question. C'était un jugement. Comme si elle avait déjà décidé que j'avais tort. Diane, la situation est plus compliquée que ce que Sarah t'a dit. J'ai essayé d'expliquer, mais elle m'a interrompu. Eleanor, c'est ta fille. Ta seule fille. Comment peux-tu être si dur avec elle? Parfois les mères doivent se sacrifier pour leurs enfants. C'est ce que nous sommes censés faire. Ce mot, sacrifice. Comme si toute ma vie n'avait pas été que cela, comme si je n'avais pas passé des années à me sacrifier pour Sarah, pour son éducation, pour son bien-être, pour tout. Merci de ton opinion, Diane. Mais c'est entre Sarah et moi. Et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Puis ce fut ma voisine du coin, Madame Evans, qui a cessé de me dire bonjour. Avant, elle s'arrêtait toujours quand elle me voyait passer, me demandait comment j'allais, m'offrait du café. Maintenant, elle traversait la rue pour m'éviter. Margaret m'a dit que Sarah était venue lui rendre visite. Elle avait pleuré pendant 1 heure en parlant de la façon dont j'étais horrible, de la façon dont je la laissais mourir de faim pendant que je nageais dans l'argent. Les gens parlent. Eleanor, m'a dit Margaret un après-midi alors que nous prenions le thé dans ma cuisine. Ils disent des choses horribles sur toi. Et tu ne peux pas juste rester silencieuse. Et que veux-tu que je fasse, Margaret? Aller dans la rue et me défendre? Expliquer à chaque personne ce qui se passe réellement? Je ne vais pas faire ça. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ça t'affecte. Je te vois devenir plus mince chaque jour, plus fatigué. Tu ne manges pas bien. Tu ne dors pas. Sarah te détruit, et tu la laisses faire. Elle avait raison. J'avais perdu près de 20 livres au cours des dernières semaines. Je n'avais pas d'appétit. Je n'avais d'énergie pour rien. Je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, pensant à tout ce que Sarah disait de moi, à la façon dont elle me dépeignait comme un monstre. Mais le pire, ce n'était pas ce qu'elle disait aux autres. C'était ce qu'elle m'envoyait. Les messages textes arrivaient à toutes heures. Maman, tu sais quoi? J'espère que tu mourras bientôt pour que je puisse enfin avoir ce qui est à moi. Ou, tu es une vieille mégère égoïste et tout le monde le sait. Personne ne sera à tes côtés quand tu mourras seul. Ou, j'espère que cet argent te rendra heureuse car c'est la seule chose que tu auras. Chaque message était un poignard. Chaque mot me rappelait que la fille que je connaissais n'existait plus. Qu'à sa place se trouvait une étrangère pleine de haine et de ressentiment. Un matin, j'étais à l'épicerie en train d'acheter des légumes quand j'ai entendu des voix derrière moi. 2 femmes que je ne connaissais pas parlaient à voix basse mais assez fort pour que je les entende. C'est elle. Celle qui n'aidera pas sa fille. Vraiment? Elle a l'air si normale. Qui aurait cru que c'est une personne si terrible? Oui. Mon ami m'a dit que sa fille est sur le point d'être sans abri et qu'elle a des millions d'économies. Quelle mère horrible. J'ai serré mon sac de légumes et j'ai marché vers la caisse. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti la honte me recouvrir comme une lourde couverture. J'ai payé rapidement et j'ai quitté le magasin, presque en courant. Quand je suis rentré à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour la fille que j'avais perdue, pour la réputation qu'elle détruisait, pour la paix que je n'avais plus. Margaret est venue cet après-midi-là. Elle a frappé à la porte avec insistance jusqu'à ce que j'ouvre. Elle a vu mon visage enflé, mes yeux rouges, et m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Elle m'a laissé pleurer sur son épaule jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Ça doit s'arrêter, Eleanor, dit-elle quand je me suis enfin détaché. Sarah te tue lentement. Et tu dois te défendre. Comment, Margaret? Comment puis-je me défendre contre ma propre fille? En lui faisant face. En lui disant ça suffit, en lui montrant que tu ne la laisseras pas te détruire. Mais je ne savais pas si j'en avais la force. Je me sentais si fatigué, si vide, si seul. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec Steven.
J'avais évité d'aller à son bureau car chaque fois que je parlais de l'affaire, je me sentais plus mal. Mais Margaret avait raison. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais faire quelque chose. Madame Miller, je suis content de vous voir, me salua Steven quand j'entrai dans son bureau. J'ai des nouvelles concernant le procès. Je m'assis en face de lui, le cœur serré. Dites-moi, le procès de votre fille n'a aucune base légale. Comme je vous l'ai dit, elle n'a aucun droit à l'héritage de votre frère. Le juge le rejettera probablement à la première audience. Mais il y a autre chose que je dois vous dire. Il fit une pause. Votre fille essaie de prouver que vous n'êtes pas en pleine possession de vos facultés mentales, que vous êtes vulnérable, que quelqu'un vous a manipulé pour obtenir l'argent. Elle demande la nomination d'un tuteur légal pour gérer vos biens. J'ai senti le sol bouger sous moi. Quoi? C'est une stratégie désespérée et ça ne marchera pas. Mais je dois vous préparer à ça. Ils vont essayer de vous dépeindre comme une vieille femme fragile qui ne peut pas prendre de décision. Ils vont remettre en question votre santé mentale. Et vous devrez prouver que vous allez parfaitement bien. Mais je vais bien. Je vais parfaitement bien. Je sais. Et nous allons le prouver. Je vais vous demander de subir une évaluation psychologique complète avec un spécialiste certifié afin que nous ayons la preuve que vous êtes en pleine possession de vos facultés. J'ai hoché la tête bien que l'idée me terrifie. Et si elle continue d'insister? Si elle continue à inventer des choses? Alors nous engagerons des poursuites judiciaires contre elle pour diffamation, pour harcèlement, pour tout ce qui est nécessaire. Madame Miller, vous devez comprendre quelque chose. Votre fille ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut ou tant que quelqu'un ne l'arrêtera pas, et cette personne doit être vous. J'ai quitté le bureau de Steven, ressentant un mélange de peur et de détermination. Peur parce que je savais que ça allait empirer avant de s'améliorer. Détermination parce que j'étais fatigué d'être la victime. J'étais fatigué de pleurer. J'étais fatigué de me sentir coupable de quelque chose qui n'était pas de ma faute. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai pu dormir quelques heures. Pas beaucoup, mais assez pour me réveiller avec un peu plus de clarté. Le lendemain, j'ai passé l'évaluation psychologique que Steven avait demandée. J'ai passé 3 heures avec un psychologue à répondre à des questions, à faire des tests, à parler de ma vie. À la fin, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait me sentir mieux. Madame Miller, vous allez parfaitement bien. En fait, vous vous portez mieux que beaucoup de gens de votre âge. Vous avez une clarté mentale, une bonne mémoire et une force émotionnelle admirable. Rien n'indique que vous ne puissiez pas prendre de décision concernant votre vie. Quand j'ai dit à Margaret, elle a souri pour la première fois depuis des jours. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vas bien. C'est Sarah qui a le problème. Mais Sarah n'a pas abandonné. Une semaine plus tard, elle est venue à ma porte, accompagnée de son avocat. Elle n'a pas sonné à la cloche. Elle a juste frappé à la porte comme si elle avait le droit d'entrer quand elle voulait. Je n'ai pas ouvert. Je suis resté de l'autre côté. Écoutant. Maman, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Nous devons parler. La voix de Sarah semblait fatiguée, vaincue. Madame Miller, c'est l'avocate Victoria Black, dit l'autre voix. Nous voulons juste vous parler quelques minutes pour voir si nous pouvons parvenir à un accord avant que cela ne passe en jugement. Je n'ai rien à vous dire, ai-je dit de l'intérieur. Tout ce que vous avez à dire, dites-le par l'intermédiaire de mon avocat. Maman, s'il te plaît, supplia Sarah. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai eu envie d'ouvrir, de la laisser entrer, de l'écouter une fois de plus. Mais ensuite je me suis souvenu de tout ce qu'elle avait dit, de tout ce qu'elle avait fait. Et j'ai gardé la porte fermée. Très bien, maman, dit Sarah, et sa voix changea complètement. Ce n'était plus une supplication. C'était une menace. Si c'est comme ça que tu veux, c'est comme ça que ça sera. Mais je te préviens, quand tout cela sera fini, tu seras complètement seul. Personne ne voudra être près de toi, et tu regretteras de ne pas m'avoir écouté quand tu en avais encore la chance. J'ai entendu leurs pas s'éloigner. J'ai entendu une voiture démarrer, et je me suis appuyé contre la porte, tremblante, mais sans l'ouvrir, parce que je savais que si j'ouvrais cette porte, si je cédais ne serait-ce qu'un peu, je me perdrais pour toujours. Après ce jour-là, Sarah est venue avec son avocat.
quelque chose a changé en moi. Ce n'était plus seulement la peur ou la tristesse que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond. C'était de la colère. De la colère pour tout ce qu'elle m'avait fait, pour la façon dont elle m'avait traité, pour la façon dont elle avait essayé de me détruire, en utilisant mon propre amour maternel contre moi. Et cette colère, bien qu'elle m'effrayât de la ressentir, m'a aussi donné de la force. Margaret l'a remarqué immédiatement. « Tu as l'air différente », me dit-elle un après-midi alors que nous faisions du café dans ma cuisine. Plus forte, comme si tu t'étais enfin réveillée. Je suis fatiguée, Margaret. Fatiguée de pleurer. Fatiguée de me sentir coupable. Fatiguée de laisser Sarah me contrôler. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis contente de t'entendre dire ça parce que tu vas avoir besoin de cette force pour ce qui va arriver. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt, mais tu vas t'en sortir et tu en sortiras plus forte. J'ai suivi ses conseils. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai recommencé à manger normalement. J'ai commencé à marcher le matin. J'ai recommencé à lire, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. De petites choses qui me rappelaient que j'avais encore une vie, qu'il valait encore la peine de vivre. Un matin, alors que j'arrosais les plantes dans le jardin, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Mon premier instinct a été de ne pas ouvrir. J'ai cru que c'était Sarah encore. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Elle avait la cinquantaine, des cheveux bruns tressés et portait une simple robe beige. J'ai ouvert la porte lentement. « Oui. Puis-je vous aider ?» La femme sourit chaleureusement. « Madame Eleanor Miller. »« Oui, c'est moi. Mon nom est Emily. Je suis assistante sociale au centre de soutien aux personnes âgées. Votre voisine, Madame Margaret Evans, nous a contactés. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin d'un peu de soutien. » J'ai ressenti un mélange de surprise et de gratitude. Margaret avait fait ça pour moi sans même me le dire. Je ne sais pas si j'ai besoin de soutien, dis-je incertainement. Mais vous pouvez entrer. Emily est entrée et nous nous sommes assises dans le salon. Elle a expliqué que le centre offrait des services juridiques, psychologiques et sociaux aux personnes âgées traversant des situations difficiles. C'est plus courant que vous ne le pensez, Madame Miller. Beaucoup de personnes de votre âge subissent des pressions de la part de membres de leur famille à propos d'argent ou de biens, et nous sommes là pour aider. Je lui ai raconté mon histoire. Tout, de l'héritage aux menaces en passant par le procès. Emily a écouté sans m'interrompre, prenant quelques notes dans un petit carnet. Madame Miller, la première chose que je veux que vous sachiez est que vous n'êtes pas seule. Et la seconde est que vous n'avez rien fait de mal. Vous avez tout à fait le droit de protéger vos biens. Ils vous appartiennent, et personne, pas même votre fille, ne peut vous forcer à les céder. Ces mots m'ont fait me sentir validée, comprise, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Nous avons un groupe de soutien, a continué Emily. Ce sont des femmes de votre âge qui ont traversé des situations similaires. Elles se réunissent une fois par semaine. Elles partagent leurs histoires. Elles se soutiennent mutuellement. Je pense que cela vous ferait du bien de les rencontrer. J'ai accepté. Je n'avais rien à perdre. La semaine suivante, je me suis rendu à ma première réunion de groupe. C'était dans une petite pièce du centre communautaire. Il y avait 6 femmes assises en cercle, toutes de plus de 60 ans, toutes avec des histoires similaires à la mienne. La première à parler fut une femme nommée Gloria. Elle avait 70 ans et son fils lui avait volé ses économies en utilisant ses documents. J'avais tellement honte, dit-elle, sa voix tremblante. Je pensais que c'était de ma faute, que j'avais été négligente. Mais j'ai appris ici que l'abus financier est réel et que nous n'avons pas à le supporter en silence. Une autre femme, Ruth, raconta que ses enfants l'avaient placée dans une maison de retraite sans son consentement pour prendre sa maison. J'ai dû les poursuivre en justice pour retrouver ma liberté. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais cela en valait la peine. Maintenant, je vis seul dans ma maison, et ils ne peuvent plus me toucher. Chaque histoire que j'entendais était un reflet de la mienne. Des filles qui exigeaient, des fils qui manipulaient, des familles qui se transformaient en ennemis à cause de l'argent, et toutes ces femmes avaient survécu. Elles avaient toutes trouvé un moyen d'aller de l'avant. Quand vint mon tour de parler, les mots sortirent en un flot. Je leur racontais tout. Je pleurais. Je laissais tout sortir.
Et elles écoutèrent sans juger, sans me dire que j'avais tort, sans me dire que je devrais pardonner à Sarah. Elles étaient juste là. À la fin de la séance, Gloria s'approcha de moi. Eleanor, ce que tu fais est courageux. N'oublie pas ça. Défendre ce qui t'appartient ne fait pas de toi une mauvaise mère. Ça fait de toi une femme digne. Ces mots restèrent avec moi pendant des jours. Je me les répétais chaque fois que j'avais l'impression de céder. Chaque fois que la culpabilité essayait de s'insinuer à nouveau. Pendant ce temps, le processus légal avançait. Steven me tenait informé de chaque étape. Le procès de Sarah avait été rejeté comme il l'avait prédit, mais elle avait fait appel. Et maintenant, nous attendions une nouvelle audience. Elle fait ça pour vous épuiser, Madame Miller, expliqua Steven. Elle sait qu'elle n'a aucune affaire. Mais elle veut que vous vous fatiguiez. Pour lui donner quelque chose juste pour qu'elle s'en aille. Ne tombez pas dans le panneau. Je n'allais pas tomber dans le panneau. J'avais déjà décidé que j'irais jusqu'au bout. Un après-midi, j'étais à l'épicerie quand j'ai vu Sarah. Elle était dans le rayon des produits laitiers, seule, regardant son téléphone. Elle avait l'air différente, plus mince, plus pâle, comme si elle ne dormait pas bien non plus. Pendant un instant, j'ai pensé à l'approcher, à lui demander comment elle allait, à essayer une fois de plus de jeter un pont. Mais ensuite je me suis souvenu de tout ce qu'elle avait dit, de tout ce qu'elle avait fait. Et j'ai continué à marcher. Elle m'a vu. Je sais qu'elle m'a vu car nos regards se sont croisés un instant. Mais aucun de nous n'a rien dit. Nous avons juste continué notre chemin comme deux étrangers. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Bonjour, Madame Eleanor Miller. C'était une voix d'homme, formelle. Oui, c'est bien elle. Qui est à l'appareil? Mon nom est Marc. Je suis un détective privé. Votre fille m'a engagé il y a quelques semaines pour enquêter sur vous. Mon cœur s'est arrêté. Pour enquêter sur moi. C'est exact. Elle voulait que je trouve quelque chose de sale sur vous. Une erreur dans vos finances, un problème juridique, n'importe quoi. Mais je n'ai rien trouvé. Vous êtes une personne honnête, Madame Miller. Et pourquoi m'appelez-vous? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que fait votre fille. J'ai une mère. Et si quelqu'un la traitait comme elle vous traite, je ne pourrais pas dormir la nuit. Alors, j'ai décidé de vous appeler, de vous faire savoir ce qui se passe, et de vous dire de vous protéger. Merci, dis-je, ma voix tremblante. Merci de me le dire. Prenez soin de vous, madame. Et n'abandonnez pas. Vous méritez de vivre en paix. J'ai raccroché et j'ai regardé le plafond. Sarah avait engagé quelqu'un pour enquêter sur moi comme si j'étais une criminelle, comme si j'étais son ennemi. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que la fille que je connaissais était si perdue qu'il n'y avait aucun moyen de la récupérer. Le lendemain, j'ai appelé Steven. Je lui ai raconté l'appel de l'enquêteur. C'est du harcèlement, Madame Miller, et c'est illégal. Nous pouvons utiliser cela contre elle. Je ne veux pas lui faire de mal, Steven. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Alors nous allons lui envoyer une lettre de mise en demeure, une qui précise clairement que si elle continue ce comportement, nous prendrons des mesures légales plus sérieuses. J'ai accepté. Il était temps de fixer des limites fermes. La lettre a été envoyée la même semaine, et à ma surprise, cela a fonctionné. Les messages de Sarah ont cessé. Les appels ont cessé aussi. C'était comme si elle avait finalement compris qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. Mais la paix que je ressentais était amère parce que cela signifiait que tout était vraiment fini entre nous, qu'il n'y avait plus de mère et fille, juste deux femmes se battant au tribunal. Margaret est venue me rendre visite cet après-midi-là. Elle m'a trouvé dans le jardin en train d'arroser les plantes que mon mari avait plantées il y a des années. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. D'un côté, je me sens soulagé. Il n'y a plus de cris, plus de menaces. Mais d'un autre côté, je me sens vide, comme si j'avais perdu quelque chose que je ne récupérerai jamais. Tu as perdu une fille qui n'a jamais vraiment existé, Eleanor. La fille que tu pensais avoir était une illusion. La vraie Sarah est celle que tu as vue ces derniers mois.
Et ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il vaut mieux connaître la vérité que de vivre un mensonge. Elle avait raison, comme toujours. Et que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Maintenant, tu vis. Tu vis pour toi. Tu te construis une nouvelle vie. Une vie où tu es la priorité. Où ta paix est la chose la plus importante. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller. Pas de cauchemar, pas de peur, juste la paix. Et j'ai compris que Margaret avait raison. Il était temps de vivre pour moi. Les semaines suivantes furent étranges. Non pas parce qu'elles étaient remplies de drames ou de conflits, mais précisément parce que c'était l'inverse. Pour la première fois depuis des mois, ma vie était tranquille. Il n'y avait pas de messages menaçants, pas d'appel à minuit, pas de coups à la porte. C'était comme si Sarah avait enfin accepté qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Je me suis concentré sur moi-même. J'ai commencé à aller au groupe de soutien religieusement chaque semaine. Ces femmes sont devenues plus que de simples connaissances. Elles sont devenues des amies, des sœurs. Nous partagions un café après chaque séance. Nous nous appelions pendant la semaine. Nous nous soutenions mutuellement les jours difficiles. Elles comprenaient ma douleur d'une manière que personne d'autre ne pouvait. J'ai aussi commencé à faire des choses que j'avais arrêtées il y a des années. Je me suis inscrite à un cours de tricot au centre communautaire. J'ai recommencé à cuisiner avec joie, non par obligation. J'ai refait le jardin que j'avais négligé. Chaque plante que je semais, chaque point que je tricotais, chaque repas que je préparais était un acte de récupération, de redevenir moi-même. Un matin, alors que j'étais dans la cuisine en train de faire un gâteau au café, quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de mon mari, le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. C'était Sarah. Mon cœur s'est accéléré. Cela faisait 3 semaines sans nouvelles d'elle. 3 semaines de paix, et maintenant elle appelait de nouveau. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, j'ai répondu. Allô, maman. Sa voix semblait différente, douce, presque brisée. Maman, c'est moi. Je sais, Sarah. Qu'est-ce que tu veux? Il y eut un long silence. J'ai entendu sa respiration à l'autre bout comme si elle rassemblait son courage pour parler. Maman, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, juste 1 fois de plus. Sarah, nous avons assez parlé et chaque fois que nous le faisons, ça finit mal. Je sais. Je sais. Et je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais cette fois est différente. Je le jure. Donne-moi juste 1 chance. Juste une. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Elle semblait sincère, désespérée, comme si elle avait vraiment besoin de me parler, comme si quelque chose avait changé. D'accord, dis-je finalement. Tu peux venir demain après-midi à 15h. Mais Sarah, si tu viens pour te disputer, si tu viens pour faire des demandes, tu partiras immédiatement. Compris. Compris. Merci, maman. Merci. J'ai raccroché, l'estomac noué. Je ne savais pas si j'avais fait la bonne chose en acceptant de la voir. J'ai appelé Margaret pour lui raconter. Fais attention, Eleanor. Elle m'a averti. Ça pourrait être un piège. Elle pourrait essayer de t'amadouer à nouveau. Je sais, mais je dois lui donner cette chance. J'ai besoin de savoir s'il y a une quelconque possibilité que les choses s'améliorent. D'accord, mais s'il te plaît, ne cède pas. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe à quel point elle pleure, reste ferme. J'ai promis que je le ferai. Le lendemain, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était une façon de rester occupé, de ne pas trop penser à ce qui allait arriver. J'ai fait du café et j'ai mis des biscuits sur une assiette comme si c'était une visite normale, comme si rien ne s'était passé entre nous. À 15h pile, la sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Sarah se tenait là en jean et chemisier blanc simple. Ses cheveux étaient détachés et elle n'avait presque pas de maquillage. Elle avait l'air fatiguée, vulnérable. Rien à voir avec la femme furieuse qui était venue quelques semaines plus tôt. « Salut, maman » dit-elle à voix basse.
Bonjour, Sarah. Entre. Elle entra lentement, comme si elle avait peur de me déranger. Elle s'assit sur le canapé où elle avait l'habitude de s'asseoir quand elle était petite. Je m'assis dans le fauteuil en face d'elle, les mains sur les genoux, attendant. Maman, je ne sais pas par où commencer. Elle se mordit la lèvre inférieure, un geste qu'elle faisait quand elle était petite et nerveuse. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à tout ce que je t'ai dit, à la façon dont je t'ai traité. Et je me sens horrible. Je me sens vraiment horrible. Je la regardais sans rien dire, attendant qu'elle continue. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai dit des choses terribles, des choses que je n'aurais pas dû dire. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai eu envie de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout allait bien, que je lui pardonnais. Mais je suis resté immobile parce que j'avais appris que les mots ne suffisaient pas. Que j'avais besoin de voir des actions. Sarah, j'apprécie que tu sois venue t'excuser, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Elle baissa les yeux. J'ai perdu mon emploi il y a 2 semaines, et mon avocat m'a dit qu'il serait presque impossible de gagner le procès contre toi. Que je dépensais de l'argent que je n'avais pas pour quelque chose qui n'allait pas marcher. Et j'ai réalisé que je détruisais tout. Ma relation avec toi, ma dignité, tout. C'était ça, la vérité. Elle n'était pas venue parce qu'elle était vraiment désolée. Elle était venue parce qu'elle n'avait plus d'option, parce qu'elle avait perdu la bataille. Alors, tu n'es pas venu parce que tu es vraiment désolé, dis-je d'une voix calme. Tu es venu parce que tu as réalisé que tu n'allais pas obtenir ce que tu voulais. Non, maman. Ce n'est pas ça. Je veux dire, je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais tu as raison. Je suis aussi venu parce que j'ai réalisé que j'avais tort. Que je n'avais pas le droit de te demander cet argent. Que j'étais égoïste. Sarah, pendant des mois, tu m'as fait me sentir la pire mère du monde. Tu m'as crié dessus. Tu m'as menacé. Tu as enquêté sur moi. Tu as dit à tout le monde que j'étais une personne horrible. Et maintenant tu viens ici me dire que tu es désolé. Tu t'attends à ce que ça répare tout? Non, je ne m'attends pas à ce que ce soit réparé. Je sais que le mal est fait. Mais maman, s'il te plaît, laisse-moi te montrer que je peux changer. Laisse-moi faire partie de ta vie à nouveau. Pas pour l'argent, juste pour être ta fille. Je voulais la croire. Dieu sait à quel point je voulais la croire. Mais quelque chose en moi me disait de ne pas le faire. De ne pas tomber dans le panneau encore une fois, de protéger le peu de dignité qu'il me restait. Sarah, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de digérer tout ça. Je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé. Je comprends. Je comprends parfaitement et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte pour toujours. Elle se leva pour partir. Avant de sortir, elle se retourna. Maman, je veux que tu saches autre chose. J'ai retiré mon appel. J'ai dit à mon avocat que je ne voulais pas continuer. C'est fini. Je ne te dérangerai plus. J'ai hoché la tête sans rien dire. Elle est partie et je suis resté là dans le salon, essayant de digérer ce qui venait de se passer. J'ai appelé Margaret immédiatement. Je lui ai tout raconté. Et tu l'as cru, demanda-t-elle. Je ne sais pas. Une partie de moi veut la croire, mais une autre partie me dit qu'elle dit juste ce qu'elle sait que je veux entendre. Exactement. Eleanor, ce n'est qu'une autre manipulation. Plus subtile, mais toujours une manipulation. Elle vient te voir après avoir tout perdu. Quand elle n'a plus de cartes à jouer et maintenant elle veut revenir dans ta vie comme si rien ne s'était passé. Mais c'est ma fille, Margaret. Je sais et je sais que ça fait mal. Mais pose-toi cette question. Si elle avait gagné le procès, si elle avait obtenu l'argent, penses-tu qu'elle serait ici à demander pardon? J'étais silencieuse parce que je connaissais la réponse. Non, elle ne serait pas ici. Eleanor, c'est à toi de décider si tu veux lui donner une autre chance. Mais si tu le fais, que ce soit avec des limites claires. Que ce soit avec des actions, pas seulement des mots. Et surtout,
assure-toi de prendre soin de toi d'abord. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à tout ce que Sarah avait dit, à son visage repentant, à ses larmes, et je me suis demandé s'il était possible qu'elle ait vraiment changé ou si j'étais juste naïve à nouveau. Les jours suivants furent plus ou moins les mêmes. Sarah m'appelait tous les 2 jours, toujours avec le même ton doux, toujours en me demandant comment j'allais, ne mentionnant jamais l'argent, ne forçant jamais. C'était comme si elle essayait de prouver qu'elle avait changé, mais je n'étais pas prête à faire confiance. Pas encore. Un après-midi, Émilie du centre de soutien aux personnes âgées est venue me rendre visite. Madame Miller, j'ai appris que votre fille a rétabli le contact. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Confuse. Je ne sais pas si je dois la croire ou non. C'est normal de ressentir ça, mais je veux que vous pensiez à quelque chose. Le vrai repentir s'accompagne d'actions, pas seulement de mots. A-t-elle fait quelque chose de concret pour montrer qu'elle a changé? Quelque chose au-delà de dire « je suis désolé ». J'y ai réfléchi et j'ai réalisé, non, elle n'avait rien fait de concret. Juste des mots, des promesses, des excuses. Madame Miller, vous ne devez rien à votre fille. Rien. Si vous décidez de lui donner une autre chance, faites-le parce que vous le voulez, pas parce que vous vous sentez obligé, et faites-le à vos propres conditions, à votre propre rythme. Ces mots m'ont apporté de la clarté. Cette nuit-là, quand Sarah a rappelé, je lui ai dit quelque chose que j'avais voulu dire depuis des jours. Sarah, j'ai réfléchi à tout et j'ai décidé quelque chose. Si tu veux refaire partie de ma vie, ce sera à mes conditions. Nous ne parlerons pas d'argent. Nous ne parlerons pas de l'héritage et tu devras me montrer par des actions, pas par des mots, que tu as vraiment changé. Es-tu prête à faire ça? Il y eut un silence qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Maman, d'accord, j'accepte, mais sa voix ne semblait plus aussi sûre. Elle ne semblait plus aussi repentante, et je savais que j'avais fait la bonne chose en fixant des limites. Les semaines suivantes furent un test. Sarah a essayé de respecter les conditions que j'avais fixées. Elle m'appelait régulièrement, mais les conversations étaient superficielles. Elle me demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose au magasin, si je voulais qu'elle vienne me rendre visite, mais il y avait quelque chose de forcé dans tout cela, comme si elle suivait un script. Comme si chaque mot était calculé pour prouver qu'elle était de nouveau la fille parfaite. La première fois qu'elle est venue me rendre visite après notre conversation, elle a apporté des fleurs, des tournesols, mes préférés. Je me suis souvenu que tu les aimais, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je les ai mises dans un vase dans le salon et j'ai fait du thé. Nous nous sommes assises et avons parlé de choses triviales, du temps, des nouvelles, de la voisine d'en face qui avait peint sa maison en jaune. Tout sauf ce qui était important. Tout sauf ce dont nous avions vraiment besoin de parler. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. J'ai essayé de croire que peut-être, juste peut-être, c'était réel, qu'elle essayait vraiment de reconstruire notre relation. Mais chaque visite me laissait plus vide que la précédente parce qu'il n'y avait pas de vraie connexion, pas d'honnêteté, juste une performance soignée des 2 côtés. Margaret l'a remarqué immédiatement. Vous avez l'air de 2 étrangères prenant le thé, me dit-elle après avoir observé l'une des visites de Sarah depuis sa fenêtre. C'est ce que tu veux? Une relation basée sur des mensonges polis? Je ne sais pas ce que je veux, Margaret. Je sais juste que je suis fatigué. Fatigué de me battre. Fatigué de douter. Fatigué de tout ça. Alors peut-être que tu dois faire quelque chose de radical. Quelque chose qui te permette de vivre ta vie sans attendre constamment que Sarah change ou que les choses s'améliorent. Elle avait raison. Je vivais dans une sorte de limbe. Je n'étais pas vraiment réconcilié avec Sarah, mais je n'étais pas non plus complètement séparé d'elle. J'étais prise au piège dans un entre-deux inconfortable qui n'était bon pour aucun de nous. J'ai décidé de faire quelque chose que j'avais repoussé pendant des mois. Mettre complètement ma vie en ordre. M'assurer que tout était en sécurité. Pas seulement pour moi, mais pour avoir la tranquillité d'esprit de savoir que personne ne pouvait prendre ce qui était à moi. J'ai rencontré Steven de nouveau. Je lui ai demandé de revoir tous mes documents pour m'assurer que tout était protégé. Mon testament, mes comptes bancaires, l'acte de propriété de la maison, tout. Madame Miller, tout est en ordre, m'a-t-il assuré après avoir examiné chaque document. Personne ne peut toucher à quoi que ce soit sans votre consentement.
Et quand vous ne serez plus là, tout passera à qui vous déciderez. Vous êtes complètement protégé. Et si je décide de ne rien laisser à Sarah, ai-je demandé. La question me fit mal en quittant mes lèvres, mais je devais la poser. Steven me regarda sérieusement. C'est votre droit. Vous pouvez laisser vos biens à qui vous souhaitez. À une association caritative, à un ami, à personne. C'est votre décision. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre avec un carnet vierge. J'ai écrit une liste de toutes les choses que je voulais faire de ma vie. Des choses que j'avais repoussées, des choses que j'avais toujours voulu faire, mais que je ne m'étais jamais permis. Je voulais voyager pour revoir le monde. Comme quand j'étais jeune, je voulais prendre des cours de peinture. Je voulais faire don d'une partie de mon argent à des causes qui me tenaient à cœur. Je voulais vivre sans peur, sans culpabilité, sans me soucier constamment de ce que Sarah pensait ou disait. Et j'ai commencé à le faire petit à petit. D'abord, je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre communautaire. Chaque mardi et jeudi après-midi, j'allais peindre. Je n'étais pas douée, mais cela n'avait pas d'importance. Cela me rendait heureuse. Cela me faisait me sentir vivante. Ensuite, j'ai fait un don de $10 000 à un refuge pour femmes âgées victimes d'abus. Des femmes comme celles que j'avais rencontrées dans mon groupe de soutien. Des femmes qui avaient besoin d'aide pour reconstruire leur vie. Quand j'ai reçu la lettre de remerciement du refuge, j'ai pleuré. Mais cette fois, non pas de tristesse, de joie, de savoir que mon argent faisait quelque chose de bien. J'ai aussi commencé à rénover la maison. Non pas parce qu'elle était en mauvais état, mais parce que je voulais qu'elle reflète qui j'étais maintenant. J'ai peint la cuisine en jaune doux. J'ai changé les rideaux du salon pour des plus légers qui laissaient entrer plus de lumière. J'ai acheté de nouvelles plantes pour le jardin. Chaque changement était un acte d'amour de soi, de réappropriation de mon espace. Sarah a remarqué les changements quand elle est venue me rendre visite. La maison a l'air différente. Maman, elle a l'air bien. Merci. J'ai décidé qu'il était temps de faire des changements. Elle a hoché la tête mais n'a rien dit de plus. Et je n'ai pas offert plus d'explications. Je ne ressentais plus le besoin de justifier mes décisions. Un après-midi, alors que je peignais à mon cours d'aquarelle, mon téléphone a sonné. C'était Sarah. Je n'ai pas répondu. J'étais concentré sur ma peinture, sur les couleurs se mélangeant sur le papier, sur la pièce que je sentais créer quelque chose de mes propres mains. Après le cours, j'ai vérifié le message vocal qu'elle avait laissé. Maman, j'ai besoin de te parler. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi quand tu pourras. Sa voix semblait tendue, inquiète. Une partie de moi voulait l'appeler immédiatement, mais une autre partie, celle qui avait appris à me protéger, me disait d'attendre, de ne pas courir chaque fois qu'elle appelait, que ma paix était plus importante. J'ai attendu jusqu'au lendemain pour la rappeler. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, merci d'avoir appelé. J'ai besoin de te demander une faveur. Et c'était ça. La vraie raison de son appel. Elle avait besoin de quelque chose. Quel genre de faveur, Sarah? J'ai besoin que tu me prêtes $5 000 juste pour un mois. Je te jure que je te rembourserai. C'est juste que je dois payer quelque chose d'urgent et je n'ai nulle part ailleurs où trouver l'argent. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration et à ce moment-là, j'ai su que rien n'avait changé, que toutes les visites, tous les appels, toutes les fleurs n'avaient été qu'un moyen de m'amadouer pour ce moment, pour me demander de l'argent à nouveau. Sarah, je t'ai dit que nous n'allions pas parler d'argent. C'était ma condition. Je sais, maman, mais c'est différent. C'est une urgence et ce n'est que $5 000. Ce n'est rien comparé à ce que tu as. C'était encore là. Le ressentiment, la colère à peine contenue, l'idée que je lui devais quelque chose juste parce que j'avais de l'argent. Non, Sarah. Je ne vais pas te prêter l'argent. Et si c'est la seule raison pour laquelle tu m'as appelé et visité, alors je pense qu'il est préférable que nous arrêtions de faire semblant. Faire semblant? C'est ce que tu penses que j'ai fait? Faire semblant? Sa voix commença à monter. J'ai essayé de arranger les choses avec toi, maman. Je suis venu, j'ai appelé, j'ai été gentille. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Sarah, si tu es venue seulement parce que tu espérais que je te donnerais finalement de l'argent, alors tu n'étais pas là pour les bonnes raisons. Bon sang,
maman, tu es impossible. Rien n'est jamais assez bien pour toi. Quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Au revoir, Sarah. Et j'ai raccroché. Ma main tremblait. Mon cœur battait la chamade. Mais je ne ressentais plus la panique d'avant. Je ne ressentais plus la culpabilité dévastatrice. Je ressentais quelque chose de différent. Je ressentais un soulagement. Soulagement d'avoir fait la bonne chose, d'avoir tenu bon, de ne pas avoir cédé. J'ai appelé Margaret. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je suis fier de toi, Eleanor. Je sais que ce n'était pas facile, mais tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, mais ça fait mal. Ça fait mal de savoir qu'elle n'a vraiment pas changé. Que tout était une comédie. Cette nuit-là, je me suis préparé un dîner spécial. Un rôti, de la purée de pommes de terre et des haricots verts. Les choses que j'aimais. J'ai mis de la musique à la radio. Je me suis assise seul à ma table de cuisine et j'ai savouré chaque bouchée. Il n'y avait pas de drame, pas de cris, pas de larmes, juste la paix. Après le dîner, je suis sorti dans le jardin. Les plantes que j'avais semées poussaient bien. Les fleurs que j'avais plantées commençaient à éclore. Le jardin, qui avait été négligé pendant des mois, était maintenant vivant à nouveau, plein de couleurs, plein de vie. Je me suis assise sur le petit banc que mon mari avait mis là il y a des années. J'ai regardé le ciel. Les étoiles commençaient à apparaître. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti de la gratitude. De la gratitude d'être en vie. D'avoir un toit sur la tête, d'avoir des amis qui m'aimaient, d'avoir la force de me défendre. Sarah n'a plus appelé après cette conversation, et je ne l'ai pas contactée. J'ai compris que parfois l'amour signifie lâcher prise. Cela signifie accepter que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je me suis concentré sur ma vie, sur mes cours de peinture, sur mon groupe de soutien, sur Margaret, sur les petites joies quotidiennes que j'avais l'habitude de manquer parce que j'étais trop occupé à m'inquiéter pour Sarah. J'ai commencé à planifier un voyage sur la côte, quelque chose que je voulais faire depuis la mort de mon mari. J'ai cherché de petits hôtels confortables, des endroits où je pourrais marcher sur la plage, où je pourrais sentir le soleil sur mon visage, où je pourrais juste être moi. Un matin, alors que j'arrosais les plantes, Madame Evans, la voisine qui avait cessé de me parler, s'est approchée. Eleanor, bonjour. Je l'ai regardée surprise. Bonjour, Madame Evans. Je veux vous présenter mes excuses. J'ai entendu ce qui s'est réellement passé avec Sarah. Tout. Et je me sens horrible d'avoir cru tout ce qu'elle a dit. Je suis tellement désolé. Ne vous inquiétez pas, Madame Evans. C'est du passé. Non, ce n'est pas correct. Je vous ai jugé sans connaître toute l'histoire. Et c'était mal. J'espère que vous pourrez me pardonner. J'ai hoché la tête. C'est déjà pardonné. Elle sourit de soulagement. Si jamais vous voulez venir prendre un café, ma porte est ouverte. Merci. J'y penserai. En la regardant s'éloigner, j'ai réalisé quelque chose. Je retrouvais non seulement ma vie, mais aussi ma dignité, ma réputation, ma place dans le monde. Et cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. 6 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai parlé à Sarah. 6 mois durant lesquels j'ai appris à vivre pour moi-même. 6 mois durant lesquels j'ai reconstruit ma vie pièce par pièce. Et même s'il y a eu des moments où elle me manquait, où je pensais à la fille qu'elle était autrefois, je ne ressentais plus la douleur dévastatrice d'avant. J'avais appris à vivre avec la perte. J'avais appris que parfois aimer signifie lâcher prise. J'ai fait ce voyage sur la côte que j'avais planifié. J'ai passé 2 semaines dans un petit hôtel au bord de la mer. Chaque matin, je me levais tôt et je marchais pieds nus sur la plage, sentant le sable entre mes orteils, écoutant le bruit des vagues. C'était la première fois depuis des années que je me sentais complètement en paix, sans soucis, sans peur, juste moi et la mer. Pendant ce voyage, j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des femmes qui étaient aussi seules, qui reconstruisaient aussi leur vie après des pertes, des divorces ou des conflits familiaux. Nous partagions des histoires autour d'un café sur la terrasse de l'hôtel. Et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Qu'il y avait tout un monde de femmes comme moi. Des femmes qui avaient décidé que leur paix valait plus que toute relation toxique.
quand je suis rentré chez moi, je me suis sentie renouvelée, différente, comme si j'avais laissé quelque chose de lourd sur cette plage et que j'étais revenue plus légère. J'ai continué mes cours de peinture. Mes aquarelles se sont tellement améliorées que le professeur m'a suggéré de participer à une petite exposition au centre communautaire. Au début, j'ai hésité. Qui voudrait voir mes peintures? Mais Margaret m'a encouragé. Eleanor, il est temps que tu arrêtes de te cacher. Montre au monde qui tu es. J'ai accepté. Et la nuit de l'exposition, quand j'ai vu mes peintures accrochées au mur, quand j'ai entendu les gens en parler, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti de la fierté. Fierté de moi-même, de ce que j'avais accompli, de la femme que j'étais devenue. Margaret était là, bien sûr, et les femmes de mon groupe de soutien et Emily et Madame Evans et d'autres voisins qui avaient recommencé à me parler après avoir appris la vérité. J'étais entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de moi, qui m'appréciaient. Et j'ai réalisé que j'avais une famille, non pas la famille de sang que j'avais perdue, mais une famille choisie. Une famille qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Un après-midi d'automne, près de 8 mois après ma dernière conversation avec Sarah, j'étais à l'épicerie en train d'acheter des légumes quand je l'ai vue. Elle était dans le rayon des céréales, seule avec un chariot presque vide. Elle avait l'air différente, plus mince, ses cheveux plus courts, des vêtements plus simples. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Nos regards se sont croisés. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis elle a commencé à marcher vers moi. Mon premier instinct a été de partir, mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la curiosité. Peut-être le besoin de clore complètement ce chapitre. « Salut, maman », dit-elle quand elle est arrivée à mes côtés. Sa voix était douce, sans la colère d'avant, sans le désespoir. « Bonjour, Sarah. » Nous sommes restés là au milieu du rayon, d'autres clients passant. Le silence entre nous était dense, rempli de tout ce que nous avions dit et de tout ce que nous ne pourrions jamais dire. « Tu as l'air bien », dit-elle finalement. « Merci. Toi aussi. » C'était un mensonge. Elle n'avait pas l'air bien, mais je ne voulais pas être cruel. « Maman, j'ai voulu t'appeler tant de fois, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si tu voudrais avoir de mes nouvelles. » Et que voulais-tu dire? Elle baissa les yeux. Que tu avais raison sur tout, que j'étais égoïste, que j'étais cruel, que je t'ai traité d'une manière que je n'aurais jamais dû te traiter, et que je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Ces mots semblaient sincères, mais ils ne m'affectaient plus comme avant. Je ne ressentais plus l'envie de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout allait bien, parce que ça n'allait pas et que ça ne le serait probablement jamais. J'apprécie que tu me dises ça, Sarah. Je le pense vraiment. Tu me pardonnes? Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai pris une profonde inspiration. Sarah, le pardon n'est pas quelque chose que je peux juste te donner comme ça. Pas après tout ce qui s'est passé. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, là, tout de suite, le mieux que je puisse faire est de te souhaiter le meilleur. Te souhaiter que tu trouves ton chemin, que tu résolves tes problèmes, que tu trouves la paix que j'ai trouvée. Cela signifie que tu ne veux plus me voir? Cela signifie que j'ai besoin de protéger ma paix et que pour l'instant, cela signifie garder mes distances. Elle hocha lentement la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. Je comprends et je respecte cela. Je veux juste que tu saches que malgré tout, je t'aime et je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je t'aime aussi, Sarah. Je t'aimerai toujours. Tu es ma fille. Mais aimer ne signifie pas se laisser blesser. Aimer signifie aussi s'aimer soi-même. Nous sommes restés silencieuses quelques secondes de plus. Puis elle a essuyé ses larmes. Prends soin de toi, maman. Toi aussi, Sarah. Je l'ai regardée s'éloigner dans le rayon. Sa silhouette a diminué jusqu'à ce qu'elle disparaisse parmi les autres clients. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du soulagement. C'était de l'acceptation. Acceptation que les choses étaient ainsi. Que toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, que parfois le mieux que nous puissions faire est de lâcher prise et d'aller de l'avant. J'ai terminé mes courses et je suis rentré à la maison. Margaret m'attendait à ma porte avec un gâteau qu'elle avait préparé. « Tu te souviens quel jour on est aujourd'hui » demanda-t-elle avec un sourire. J'avais complètement oublié.
Mon anniversaire, 68 ans. Mon Dieu, Margaret. Et regarde-toi. Plus forte que jamais. Nous sommes entrés dans la maison. Margaret a posé le gâteau sur la table et a allumé les bougies. Fais un vœu. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de la dernière année, tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais gagné. Et j'ai fait un vœu simple. Je souhaite continuer à avoir la force de vivre ma vie avec dignité. De protéger ma paix, d'être heureuse. J'ai soufflé les bougies. Margaret a applaudi. Et à ce moment-là, entouré du parfum du gâteau, de la chaleur de mon ami, de la lumière du soleil filtrant par la fenêtre, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'avais pas besoin de Sarah pour me valider. Je n'avais pas besoin de son pardon ni de son amour. Ce dont j'avais besoin était là, dans cette maison, dans cette vie, que j'avais construite pour moi-même. Les mois suivants, j'ai continué à avancer. J'ai fait un don supplémentaire au refuge pour femmes. J'ai rejoint un groupe de bénévoles qui visitaient des maisons de retraite pour tenir compagnie aux personnes âgées sans famille. J'ai continué à peindre. J'ai continué à voyager. J'ai continué à vivre. De temps en temps, je pensais à Sarah. Je me demandais comment elle allait. Si elle avait trouvé un emploi, si elle avait résolu ses problèmes, mais ce n'était plus une préoccupation constante. Cela ne me tenait plus éveillé la nuit. C'était juste une pensée qui venait et repartait, comme les vagues de la mer. Un an après cette rencontre à l'épicerie, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Sarah. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, ne sachant pas à quoi m'attendre. Maman, je ne sais pas si tu liras ceci, mais j'ai besoin de te l'écrire quand même. Je suis en thérapie depuis quelques mois. J'ai enfin accepté que j'avais des problèmes que je devais résoudre, des problèmes qui n'avaient rien à voir avec toi. J'ai compris que je te blâmais pour des choses qui étaient de ma responsabilité. Que j'attendais que tu résolves ma vie alors que j'étais la seule à pouvoir le faire. Je n'écris pas pour demander pardon à nouveau. Je l'ai déjà fait. Et je sais que tu as besoin de temps. J'écris pour te dire que je travaille à être meilleur, à être la personne que j'aurais toujours dû être, et pour te remercier d'avoir maintenu tes limites, de ne pas avoir cédé parce que cela m'a forcé à faire face à la réalité. Je t'aime, maman. Et j'espère qu'un jour, si tu le souhaites, nous pourrons réessayer. Mais cette fois, pour de vrai, pas de mensonges, pas de manipulation, juste deux femmes qui s'aiment, essayant de se comprendre l'une l'autre. Avec amour, Sarah. J'ai lu la lettre 3 fois, et quelque chose en moi a bougé. Ce n'était pas un pardon complet. Ce n'était pas l'oubli, mais c'était un début, une possibilité, une porte qui peut-être un jour pourrait s'ouvrir un peu. J'ai rangé la lettre dans le tiroir où je gardais mes papiers importants. À côté de la lettre de Robert, les deux lettres les plus importantes de ma vie. L'une qui m'avait donné la force de me protéger. L'autre qui me donnait l'espoir que peut-être, juste peut-être, tout n'était pas perdu. Mais même si cet espoir ne devenait jamais une réalité, j'irais bien. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Que ma valeur ne dépendait pas de savoir si Sarah m'aimait ou non. Que mon bonheur ne dépendait pas d'avoir une relation parfaite avec ma fille, que j'étais suffisante, exactement telle que j'étais. Je me suis assise dans le jardin cet après-midi-là, une tasse de thé à la main, regardant les fleurs que j'avais plantées, chacune ayant poussé forte et belle comme moi. Malgré tout, malgré les tempêtes, malgré la douleur. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était ma fin heureuse. Pas celle que j'avais imaginée quand Sarah était petite. Pas celle d'une famille parfaite réunie autour d'une table, mais celle-ci. Moi seul, mais en paix, entouré de personnes qui m'appréciaient, vivant une vie que j'avais choisie, une vie digne. Parce qu'au final, c'est ce qui compte. Pas combien d'argent vous avez, pas si votre famille vous comprend ou non, mais si vous pouvez vous regarder dans le miroir et être fier de qui vous êtes, si vous pouvez dormir paisiblement en sachant que vous avez défendu ce qui était à vous, que vous n'avez laissé personne prendre votre dignité. Et je le pouvais. Enfin, après tant de douleur, je le pouvais. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en orange et rose. Les fleurs du jardin se balançaient doucement dans la brise, et je restais juste là dans mon petit paradis, reconnaissante pour tout ce que j'avais perdu et pour tout ce que j'avais trouvé. Parce que parfois, pour se trouver, il faut d'abord se perdre. Et parfois, pour vraiment vivre, il faut d'abord apprendre à lâcher prise. Et j'avais appris.
Enfin, j'avais appris.